bien faire toucher du doigt euh, comment on va lire le symptôme dans cette approche psychodynamique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un symptôme? Euh, Est-ce que c'est simplement un trouble à supprimer ou ça cache un sens beaucoup plus profond? D'accord? Donc, avant de nous lancer là-dedans, moi, ce que j'aimerais bien, c'est de vous demander un petit peu à quel point vous êtes familier avec cette approche psychodynamique. Si vous pouvez noter dans le chat, surtout pour les personnes que je ne connais pas, pour savoir un petit peu à qui je m'adresse. Est-ce que c'est une approche qui vous est familière? Est-ce que vous venez pour un peu découvrir comment ça marche ou quoi? Je vois que vous êtes timide et que vous vous lancez pas. Alors, je vais vous proposer autre chose. Je vais vous proposer, euh, voilà, de vous connecter sur le lien que je vous donne là et de répondre directement sur cette slide. Si quelqu'un d'ailleurs peut partager directement le lien sur le chat, ça serait bien. Il suffit simplement de scanner le code barre que vous avez là devant vous sur l'écran ou de cliquer sur le lien qu'on va vous envoyer sur le chat. Et puis, voilà, vous allez être directement connecté à cette petite animation. Est-ce que quelqu'un peut partager le lien sur le chat, s'il vous plaît? Vous n'y arrivez pas? Est-ce que ça vous pose un souci? C'est difficile à faire? Vous n'arrivez pas à vous connecter? Salma, alors pour ma part, comme je suis connectée sur mon téléphone, je pouvais pas scanner. Mais Haya Zineb, elle a envoyé le lien, donc elle nous sauve un peu. Mais je vois qu'il y a peu de personnes qui sont connectées, donc j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous. Donc voilà, petit sondage humoristique pour savoir un petit peu où vous en êtes dans votre aventure psychanalytique. Alors, explorateur, vous avez vaguement entendu parler du Papa Freud. Voilà, vous êtes un habitant quand même installé, vous connaissez bien les repères essentiels, etc. Ou vous êtes un grand sorcier qui manipulait
les concepts psychanalytiques sans difficulté. Voilà. Oui, tout à fait, Nosra. C'est effectivement une thérapie. En fait, c'est un autre mot parce que la psychanalyse, le terme psychanalyse, en fait, on va le réserver plutôt à la cure psychanalytique, c'est-à-dire quelque chose qui est assez cadré et avec un certain protocole et qui requiert un cadre spécifique de travail. Alors que quand on parle de psychodynamique, c'est plus une orientation analytique, mais avec des aménagements comme on les pratique, comme beaucoup de gens en réalité travaillent avec au quotidien sans être particulièrement psychanalyste. Voilà. Bon, bah, continuez à répondre si vous le voulez bien. Donc on était en train de se dire, est-ce que euh, voilà le symptôme, c'est quelque chose qui est simplement l'expression d'un trouble ou et qu'on doit juste viser à supprimer, ou est-ce que il vient de nous dire quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond? Alors en ce qui concerne le DSM, euh, il y a une symptomatologie qui est recensée de façon à pouvoir parler tous de la même chose et que à chaque trouble va correspondre une liste de symptômes et une liste de critères et de conditions qui vont permettre de dire est-ce que ça répond à ce symptôme ou pas. Vous n'hésitez pas à communiquer sur le chat ou sur les questions-réponses. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. D'accord? Donc ce DSM, il est intéressant dans le sens où il permet une langue commune, entre guillemets, entre les différents praticiens. Si on nous parle d'un TDAH, si on nous parle d'un TSA, si on nous parle d'anxiété généralisée ou autre, il suffit de dire ça pour que tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux qui utilisent le DSM et qui savent ce que ça veut dire, va tout de suite pouvoir se référer et voir la symptomatologie et à quoi on fait référence en fait, hein. Mais il a vraiment le défaut de ce qu'il cherche à éviter parce que il a été créé justement pour se dégager de tout système explicatif ou de toute théorie derrière pour être le plus objectivable possible et le plus neutre possible. Sauf que en faisant ça, eh ben, il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que du coup, on se retrouve à se cantonner en fait à l'observable et au comportemental, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut constater, euh, et donc se retrouver avec une liste de symptômes sans réellement savoir quelles sont les dynamiques internes, quels sont les conflits inconscients ou les structures sous-jacentes qui vont venir donner du sens à cette liste de symptômes. Donc, mais c'est vrai que dans l'approche du DSM depuis le départ, c'est justement d'éviter le pourquoi pour avoir ce terrain commun. Or, comprendre le pourquoi d'un symptôme, ce qu'il vient protéger, ce qu'il vient exprimer, c'est absolument essentiel pour arriver à offrir une prise en charge qui soit adaptée. Il faut qu'on sache à quoi on a affaire. Donc moi, je pense que la grille de lecture psychodynamique, elle est vraiment très importante à avoir dans ce sens-là, qu'elle permet justement de pouvoir mettre en perspective le symptôme et pouvoir ben, travailler avec
Après, même si on utilise des outils qui sont différents ou une approche générale qui est différente, ou voilà, on peut être TCC, on peut être thérapie des schémas, on peut être MDR, on peut être ce qu'on veut. C'est pas le souci, mais moi je trouve que cette grille-là, elle est précieuse et elle apporte quelque chose de plus dans le travail clinique. Elle vient enrichir en fait notre approche en éclairant un petit peu ce qui se joue derrière les comportements, derrière les émotions, les conflits, etc. Donc, en psychodynamique, chaque symptôme, phobie, anxiété, TOC, même une douleur somatique, on va la considérer comme un message, c'est-à-dire quelque chose qui vient parler de ce qui fait problème, de ce qui bloque, de ce qui voilà, ne va pas dans la psyché. Donc, il ne peut avoir de valeur que si on comprend à quoi il répond, à quel besoin, quel conflit il masque, quelle difficulté il est en train de venir nous exprimer, en fait, hein. Donc, du coup, on va essayer de voir dans quelles, moi j'appelle ça les maisons psychiques, c'est-à-dire comment ce symptôme-là va venir s'articuler avec une structure sous-jacente pour pardon, Myriam, ça serait bien de recenser toutes les questions si tu veux bien et qu'on y réponde à chaque, je sais pas, on peut y répondre après chaque partie par exemple, on peut en discuter un petit peu. Très bien. Parce qu'on parlait tout à l'heure de TDAH, moi j'ai tendance à être très facilement distraite par les pop-up. Donc, envoyez vos questions ou vos commentaires soit dans le chat, soit je crois qu'il y a une section questions-réponses qui est pas mal aussi. Donc, je disais qu'il faut voir dans quelle maison psychique, c'est-à-dire quelle structure de personnalité, ce symptôme il va se déployer parce que justement, il va s'exprimer et se traiter différemment en fonction de la structure. Donc, on va aller voir un petit peu, ça va être notre fil rouge en fait, hein, dans cette présentation, que le symptôme n'est jamais le tout, que le symptôme est au service d'une structure et d'une problématique sous-jacente. Donc le symptôme, c'est une partie cachée d'un tout. Là, je vous ai mis une image de volcan. On aurait pu prendre la fameuse image typique de l'iceberg. Voilà, il y a plein d'autres images qui peuvent nous aider à comprendre comment ça fonctionne. Cette histoire de symptômes, c'est le symptôme, selon l'approche psychodynamique, n'est jamais le tout, c'est juste la partie visible, la lave j'ai mis là d'un conflit invisible pour faciliter les choses un petit peu. En réalité, c'est bien plus complexe que ça parce qu'il ne s'agit pas toujours d'un conflit et Myriam, tu as bien fait de poser la question. Euh, donc ça, c'est la vision, on va dire, classique, hein, cette histoire de conflit, que le symptôme, ça va être une expression assez complexe de tout ce qui va se passer de façon sous-jacente et qu'il va traduire la manière dont la psyché va essayer de gérer et de stabiliser tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est comme vous, par exemple, quand vous avez de la fièvre, évidemment, bah, vous allez prendre un Doliprane pour soulager la fièvre, mais vous ne savez absolument pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'elle vient dire là, cette fièvre? Est-ce que vous avez la grippe? Est-ce que vous avez une infection? Est-ce que c'est plus grave et peut-être c'est le signe d'un système immunitaire déprimé, un problème plus profond, etc. La fièvre seule ne va pas vous dire qu'est-ce qui se passe, quelle est la problématique sous-jacente, et le symptôme, c'est exactement la même chose. On va faire un petit détour par la question de la norme, parce que quand on parle d'un symptôme, ben, on est en train de parler d'une pathologie.
Et donc, quand on parle de pathologie, évidemment, ça va poser la question de qu'est-ce que c'est que la norme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pathologique. Dans le fonctionnement, l'approche psychodynamique, ce sont des questions qui sont très complexes en fait, hein, parce que on va considérer que la norme, entre guillemets, c'est un équilibre qui est dynamique, c'est-à-dire qu'il est en mouvement, il est relatif. Vous voyez bien l'image, c'est pas nécessairement la chose la plus équilibrée. Il est évolutif, il va changer au fur et à mesure du temps et il est propre à chaque individu. Il va impliquer la capacité d'adaptation au milieu, une certaine souplesse de fonctionnement psychique, et ça ne correspond pas du tout à une organisation psychique particulière. On ne considère pas que, ben voilà, c'est les névrosés qui sont normaux, ou c'est les limites qui sont normaux, ou c'est les non-névrosés qui sont normaux, ou je ne sais trop quoi. Il n'y a pas de normes comme ça, qu'elles soient statistiques, qu'elles soient culturelles ou qu'elles soient fonctionnelles. On ne va pas définir la norme comme une absence de symptômes ou comme une conformité à quelque chose. C'est en ça que l'approche psychodynamique, en tout cas moi je trouve qu'elle est particulièrement intéressante parce qu'elle va aller observer de très près comment ça se passe pour cet individu-là. Euh, et non pas en référence, comme je disais, à une norme qui soit statistique ou symptomatologique ou autre. On va considérer que la psychopathologie va commencer lorsque l'équilibre psychique devient fragile euh, ou lorsqu'il est brusquement, parfois passagèrement, parfois plus durablement rompu. Ce qu'on appelle en général une décompensation, c'est-à-dire une structure qui tenait bon, qui allait bien, qui fonctionnait bien, et qui va se retrouver dans un équilibre qui est rompu. Et c'est là où ben, la pathologie, on va considérer qu'elle apparaît. Donc Bergeret disait que bah, toute structure, qu'elle soit névrotique, psychotique, peut évoluer dans une adaptation normale, entre guillemets, se désadapter, sans passer, ou passer dans un registre pathologique. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure ou une symptomatologie qui va signer tout de suite la pathologie et qui va tout de suite nous dire de quoi il s'agit. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à dire autour du symptôme, c'est que ce symptôme, il va venir s'inscrire dans une certaine structure, dans un certain équilibre et surtout dans une certaine singularité euh, où on va aller analyser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il vient dire ce symptôme pour cette personne-là. Donc là, si vous avez, je ne sais pas, des commentaires, des questions, euh, Myriam, tu disais, est-ce que c'est toujours un compromis entre désir et interdit ou plutôt une tentative de communication avec l'autre? En réalité, ça peut être tout ça et d'autres choses aussi. C'est-à-dire quand on est en train de parler d'un compromis entre désir et interdit, on est en train de parler d'une structure qui est plutôt névrotique ou, comme on va le voir un peu plus tard, c'est ça l'essence du problème, c'est que on a des désirs qui vont pas pouvoir s'exprimer et que voilà, le compromis va être ce symptôme-là. Et dans ce sens-là, ce compromis-là, ce symptôme-là vient exprimer quelque chose. Et en disant ça, eh ben, on dit que c'est une communication, c'est un symbole en fait. Il vient symboliser quelque chose du fonctionnement psychique du sujet. Maintenant, dans d'autres types de structures, c'est pas tout à fait pareil.
ça ne va pas exprimer ça, ça va exprimer d'autres types de problématiques et c'est pas nécessairement symbolisé ou symbolisable. Euh, je sais pas si ça répond à ce que tu voulais. Oui, oui, très bien, très clair. Merci Ouais. beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions ou autres sur ce que je viens de dire là? On avance. Donc là, je vais vous présenter un petit peu très globalement les structures psychiques et j'ai choisi d'appeler ça les maisons psychiques, de vous trouver une espèce de métaphore. Elle n'est pas parfaite, évidemment, hein, mais j'espère qu'elle sera suffisamment parlante pour que vous compreniez un petit peu et que vous arriviez à, voilà, installer de façon plus imagée qu'est-ce que c'est que ces différentes structures et qu'est-ce qui les caractérise. Donc une maison psychique, euh, c'est pas un concept théorique, hein, c'est vraiment du quelque chose pour sensibiliser, attention, de ne pas utiliser de pas utiliser ce terme-là, s'il vous plaît. C'est juste une image, hein, pour vous dire que la psyché, selon l'approche psychodynamique, va se construire euh, comme une maison. C'est-à-dire que dès le départ, on va commencer à construire des fondations. Ces fondations, c'est ce qu'on appelle l'identité, c'est-à-dire la charpente, la chose qui va, euh, on va dire, supporter, tenir toute la construction suivante, en fait, hein. Ça, c'est vraiment la base, l'identité, la chose centrale, la charpente de la maison, ce qui fait qu'on va être un soi stable et cohérent. D'accord? Ensuite, le deuxième niveau, ça va être la sécurité psychique qui va se construire petit à petit. Ce sont, on va dire, on va représenter ça comme les murs de la maison et qui va nous permettre ben, de pouvoir différencier entre ben, ce qu'il y a dehors, ce qu'il y a dedans, protéger ce qu'il y a dedans, mais tout en gardant quand même une circulation et une communication avec le dehors. Et encore plus haut, ben, ça va être notre capacité à gérer les désirs et les interdits, c'est-à-dire les systèmes de contrôle, ces portes, ces fenêtres, cet air qui circule à l'intérieur ou qui ne circule pas, où on va pouvoir ben, fermer, ouvrir, être plus ou moins souple par rapport à ça. Et ça va être les systèmes de régulation, en fait, qui vont équilibrer nos pulsions, avec les règles et les interdits sociaux. Donc ça, c'est très, très globalement cette maison psychique, comment elle se construit. Ça va être la qualité de la relation à l'environnement. Et quand on dit l'environnement, c'est bah, tout l'environnement. On appelle ça en psychanalyse l'objet. Ça veut dire les objets. Ça veut dire voilà, les personnes avec lesquelles on va être en lien et ce sont en général les parents dans le plus jeune âge. Donc comment, peut-être vous êtes plus familier avec ces notions-là, comment l'attachement va se mettre en place, à quel point cet attachement va être sécure ou insécure ou désorganisé. Et donc cet attachement, plus il est sécure, plus les fondations de la maison vont être solides. D'accord? À l'inverse, si la relation à l'environnement est imprévisible, si elle est confuse, si elle est absente, etc., les bases sur lesquelles se construit cette maison ben, vont être instables, voire inexistantes. Et donc, les trois grandes structures psychiques dont on parle en psychodynamique, la psychose, l'état limite, la névrose, vont justement montrer comment chacun de ces aspects-là a pu se construire ou a eu des difficultés à pouvoir se construire.
Donc ça, c'est une façon différente de le dire, c'est que cette représentation du fonctionnement psychique va aller chercher quelle est la nature du conflit psychique, quels sont les mécanismes de défense qui sont en œuvre, et puis quel est le mode de relation à l'autre. Et ce sont ces trois grandes caractéristiques qui vont pouvoir nous indiquer dans quel type de structure on est, dans quel type de maison psychique on se trouve. Donc la première structure dont on va parler, c'est la structure psychotique. On va la représenter comme une maison qui est inachevée, qui est fragile, dont les fondations sont absentes ou instables. Et donc, du coup, l'enjeu va être un enjeu identitaire, c'est-à-dire si je n'ai pas de mur solide, si je n'ai pas de fondation solide, si je ne suis pas au complet, il y a des trous un peu partout, il y a des choses comme ça, mon problème, ça va être qui suis-je, quoi? Est-ce que j'ai une identité complète? Est-ce que je suis entier? Est-ce que tout ça, je vous parle comme si on était capable, quand on a ce genre de problème, de pouvoir le dire comme ça, mais c'est une façon un petit peu imagée. Nous, on va le voir dans la clinique d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on va voir les manifestations de ces difficultés-là. L'identité, donc, elle va être très fragmentée. Il va y avoir des difficultés à distinguer le monde intérieur et le monde extérieur, le dedans, le dehors, le soi, le non-soi, tout ça est compliqué dans cette structure-là. Les angoisses et les défenses, elles vont être très primitives. Le déni, le clivage, le morcellement. Je sais que je vais un peu vite. Mais on ne peut pas rentrer vraiment dans le détail dans le cadre là. C'est vraiment pour vous donner un petit peu voilà, le ressenti de qu'est-ce que sont ces structures-là. Donc cette maison fragile, un petit peu en ruine, etc., on peut s'imaginer que c'est une maison comme ça, c'est-à-dire où ça tient pas très bien, où voilà, s'il y a une petite secousse du terrain, ben, la maison, elle peut perdre des bouts, il y a des trous, c'est pas complètement terminé. Donc, la problématique va pas être un conflit entre le désir et les défenses qu'on me disait tout à l'heure, c'est plutôt quelque chose de qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors, qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qui est pas fermé. C'est vraiment la survie du moi qui est en jeu parce qu'il est tout le temps menacé, c'est pas suffisamment bien fermé, bien délimité pour apporter suffisamment de sécurité. Donc du coup, les mécanismes de défense archaïques dont on parlait tout à l'heure vont venir essayer de lutter contre ces menaces d'effondrement ou de morcellement ou de choses comme ça. Là, on va essayer vraiment de blinder la maison, d'essayer de trouver des façons que cette fragilité intérieure puisse être un peu compensée. Et le lien à l'objet, eh ben, dans ce cadre-là, il devient compliqué, c'est-à-dire que cet objet-là, il va être vécu comme menaçant puisque notre sécurité intérieure n'est pas suffisamment bonne et qu'on a besoin de vraiment essayer de tout verrouiller comme ça du mieux qu'on peut et que si on laisse rentrer quelqu'un, bah, on est tout de suite dans quelque chose de menaçant parce que ça va menacer notre intégrité psychique, ça va nous mettre en péril de fusion. La structure limite, elle, c'est une maison qui est en construction instable entre dépendance et isolement génie. C'est-à-dire que là, dans la maison limite, on va avoir des parties qui sont construites, des parties qui sont pas construites, certaines fondations qui sont posées, mais avec des fragilités. Voilà, le matériau est pas super bien stable, on va dire.
Donc, c'est des fondations fragiles, le terrain est mouvant et c'est une, voilà, une configuration qui se développe dans un environnement affectif qui est instable, imprévisible, parfois incohérent. En termes d'attachement, on est sur des attachements de type insécure, voire désorganisé. L'identité, là, n'est pas aussi problématique que dans la maison précédente où vraiment c'est la question centrale. Là, l'identité, elle est fluctuante puisqu'il y a des aspects qui sont quand même construits et il y a des aspects qui le sont moins. Et elle est soumise à des fragilités. euh, diverses en fonction de ce qui va se passer à l'extérieur, du lien à l'autre, mais aussi de ce qui va se passer à l'intérieur. Et c'est là où je note que les affects sont intenses et sont difficiles à réguler. Ça veut dire que même ce qui vient de l'intérieur, comme la maison n'est pas très bien construite, eh ben, c'est difficile à contenir, c'est difficile à garder, c'est difficile à canaliser. Et donc, on va avoir une grande dysrégulation émotionnelle, comme on appelle ça aujourd'hui. Les mécanismes de défense sont archaïques aussi, mais pas tout à fait du même ordre. Et puis, l'enjeu essentiel là, ça va être l'enjeu de la séparation. C'est-à-dire que dans la maison précédente, on était dans une configuration où soi et autre, on n'est pas très bien différencié. Dans celle-ci, ça commence à être plus différencié, mais si on différencie, ça veut dire qu'on peut se séparer. Et c'est ça qui est absolument intolérable pour les personnes qui sont dans cette structure limite. Et donc, du coup, il va y avoir une oscillation extrême entre un besoin intense de l'autre, ce qu'on appelle souvent une dépendance émotionnelle, une hyperdépendance, les personnalités dépendantes, ce genre de clinique-là, et euh, en même temps, une angoisse énorme de perte ou d'intrusion qui va faire qu'on va essayer justement de nier cette dépendance-là. Et là, on va être sur des structures, enfin sur des personnalités qui vont être différentes, comme les personnalités narcissiques ou les personnalités perverses à l'extrême. Mais la problématique de fond, elle est la même. C'est comment je peux me positionner face à cette angoisse de séparation, à cette peur de la relation avec l'autre qui me menace de perte ou d'intrusion. Comment je vais me débrouiller avec? Est-ce que je vais m'accrocher à cet objet-là et je vais l'utiliser comme un espèce de tuteur si on garde notre image de la maison, des espèces de renforts, et on va s'accrocher à ça pour que la maison arrive à tenir debout, ou est-ce que, au contraire, je vais tout fermer et je vais me dire, je n'ai besoin de personne, et donc je vais gérer, entre guillemets, de façon inconsciente, cette problématique-là d'une autre façon. Donc les mécanismes de défense vont tous aller dans la direction de la lutte contre cette angoisse de perte et de séparation. Et les relations à l'autre, ce qu'on appelle les relations d'objets, bah, les portes vont être très instables puisque il y a une oscillation entre une hyperdépendance et un isolement. Je crois que c'est Kernberg qui appelait ça le splendide isolement du narcissique. Donc, avec cette relation extrêmement paradoxale, ambivalente à l'autre, où à la fois on le recherche et à la fois on le rejette. Alors, la structure névrotique, là, on a une maison qui est plus solide, avec des portes, etc. Mais les portes sont très fermées. Parce que justement, là, la question, c'est le fameux conflit dont on parlait tout à l'heure, le conflit profond entre les pulsions, qui peuvent être des pulsions, on va dire,
de désir et des pulsions plus agressives, qui sont les deux types de pulsions dont on parle dans cette approche-là. Et le surmoi, c'est la fameuse psychanalyse de Freud, hein. C'est un peu ça que vous avez peut-être tous pu rencontrer dans vos études, etc. Et souvent, les gens vont associer la psychanalyse en général, de façon complète, à juste cette question-là. Cette question-là, c'est la question de la névrose. Le névrosé, de façon inconsciente, va être là en train d'essayer de dissimuler son agressivité ou son désir qui sont inacceptables par le surmoi. Donc, il va les garder à l'intérieur de cette maison dont on est en train de parler. Et pour le coup, le mécanisme de défense préféré, favorisé dans cette structure-là, ça va être le refoulement, ça va être justement cacher cette chose que je ne saurais voir, que je ne saurais savoir. Je ne peux pas admettre d'avoir ces désirs-là ou cette agressivité-là. Voilà. Et les symptômes vont être des compromis, pour le coup, symboliques, qui vont venir dire ce désir-là ou cette agressivité-là, mais en la camouflant, en la cachant, sans le dire clairement, pour arriver à passer cette barrière du surmoi. Donc cette maison, elle a l'air bien organisée, etc. Mais en sous-jacent, ben, il y a une lutte qui est permanente, et plus la lutte est forte, ben, plus les fenêtres et les portes, elles sont fermées à double tour pour garder ben, tous ces secrets inavouables à l'intérieur, et ne pas voilà, pouvoir les assumer, on va dire, hein, si on veut en parler comme ça. On peut illustrer autrement aussi avec une autre image, peut-être ça vous parlera plus. Imaginez-vous un cavalier à cheval. Si le cheval représente ces fameuses pulsions, ces désirs, cette agressivité, etc., qui cherche absolument à s'exprimer librement, bah, le cavalier, ça va être le moi qui essaye de le canaliser dans quelque chose de plus acceptable, les rênes étant le surmoi qui va être l'agent comme ça, cette voix exigeante, stricte, qui impose le contrôle à cette liberté. Je ne sais pas si cette image vous parle plus que la maison, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un petit problème. Je crois que la fin de mon diapo n'est pas là. Si, si, il est là. Donc là, c'était un peu schématique, ces trois maisons. En réalité, il s'agirait plus d'un continuum, c'est-à-dire avec le pôle psychotique d'un côté, le pôle névrotique d'un autre côté et le pôle limite dans le milieu. Et la personnalité va se situer ben, à différents endroits en fonction de ce continuum-là. Être plus ou moins névrotique, plus ou moins psychotique, hein, limite, on parle parfois d'états limites hauts qui vont être plutôt vers le pôle névrotique, et d'autres d'états limites bas qui vont être beaucoup plus proches des fonctionnements psychotiques. Euh, Petit clin d'œil à ma collègue, je pense qu'elle est là, qui est lacanienne et qui doit hurler sur sa chaise en m'écoutant parler, parce que je crois que eux n'ont pas du tout ce genre de conception-là. Mais, mais voilà. Pas du tout, Selma. Au contraire, je suis ravie d'être parmi vous. Vous n'avez pas du tout cette conception de l'état limite, etc., n'est-ce pas?
Ben, c'est-à-dire que c'est la psychanalyse de base, c'est la psychanalyse freudienne, le concept des états limites. Et donc, je me demanderais quel serait celui ou celle qui dira qu'il vient ou qui connaît la psychanalyse et qui ne connaît pas ces entités-là. Non, non, Après, oui, je dis pas ne pas effectivement. connaître, hein, je dis juste que dans la conceptualisation, parce que Oui, justement, oui, c'est ça, dans voilà, le sens que justement de ce que je travailler voulais, avec ou c'est de ça, les utiliser. Oui, c'est oui. ça, c'est ça. Et oui, bah peut-être ils ont d'autres, c'est-à-dire d'autres orientations psychanalytiques, comme tu viens de le souligner. Peut-être elles ont d'autres concepts, sûrement, mais reste le plus important, c'est ce que tu as souligné, c'est l'existence de l'inconscient et que j'ai trouvé sympathique la métaphore de la maison. Euh, et que au final, si on veut retenir quelque chose de particulier de cette métaphore, c'est que la conception de l'inconscient, comme il l'a dit Freud, fait que chacun, chaque habitant de cette maison, en fait, il n'est pas maître chez lui. Et Oui, c'est ça. il ne peut pas faire ce qu'il veut dans sa maison parce qu'il y a l'inconscient, justement, qui va s'interposer. Et pour simplifier les choses, bah, vous avez votre maison. Je vais utiliser le pôle névrotique parce que c'est plus simple. Eh bien, vous l'avez vu, l'image de Selma, je m'adresse au public, qui était bien construite. Elle a dit que voilà, les portes sont trop fermées. Puis un jour, le propriétaire de cette maison, il décide de sortir. Donc, pour sortir, bien évidemment, il est censé refermer ses portes. Eh bien, il oublie. Il oublie de fermer ses portes, les portes de sa maison. Donc voilà l'inconscient qui va s'interposer pour faire de lui voilà, quelqu'un qui n'est pas maître dans sa propre maison. C'est ça l'inconscient, ce sont les choses qui nous échappent, sur lesquelles nous n'avons pas de maîtrise et des questions qui s'imposent à nous auxquelles on ne peut pas toujours avoir des réponses. Donc parfois, ça va très loin, auquel cas, il faudra aller demander l'avis de Selma, par exemple, il faut consulter un spécialiste. Et parfois, voilà, ça pourrait être des trajectoires de vie qui peuvent apporter quelques réponses. Tout à fait. Voilà, Donc, tu me permets justement, en parlant de ça, de souligner que ces conceptions-là dont on est en train de parler, c'est des représentations en fait, hein. C'est pas, on n'est pas en train de parler d'une réalité vraie, bien c'est-à-dire sûr. c'est une espèce c'est un modèle, des modèles, parce qu'il y en a plein, plein, plein. Moi, je vous présente ça comme ça, un peu synthétisé, mais si cette approche-là vous intéresse et que vous approfondissez, vous allez voir que c'est pas la psychanalyse, c'est les psychanalyses. Il y en a vraiment énormément et c'est les auteurs et les courants et tout ça. Et que donc, à chaque fois qu'un psychanalyste ou un groupe de psychanalystes travaille avec une certaine clinique, avec certaines choses, il va développer des modèles de compréhension de cette clinique-là, les modèles qui vont être les plus efficients et les plus opérationnels pour arriver à travailler avec cette clinique-là. Donc voilà, je vous mettais juste une petite parenthèse pour vous dire qu'on n'est pas en train de dire que c'est comme ça que ça se passe ou je ne sais trop quoi, hein. C'est pas du tout ça. Ce sont des modèles de compréhension, des paradigmes en fait, hein, généraux. Voilà. Donc, avant de passer à une petite illustration clinique, je vous propose un petit quiz rigolo, juste pour vous permettre de fixer un petit peu les idées. Donc, reconnectez-vous sur le truc de tout à l'heure. C'est toujours le même lien, hein. Si,
Bon, je ne sais pas ceux qui n'arrivent pas à se connecter, pourquoi ils n'y arrivent pas. Ça va, vous arrivez à utiliser le petit bidule là? Oui. Oui, oui, de mon côté aussi, c'est bon. Ok, super. Bah ouais, bien sûr. Comme les murs sont bien solides là, c'est la maison du petit cochon sage, hein. La maison qui est faite avec des briques et dont les fenêtres et les portes sont bien fermées. Elle va tenir le coup dans cette tempête. Quand je parle d'une météo clinique comme ça, c'est une tempête de vie, quelque chose comme ça. Alors ça, l'idée, c'est que vous mettiez chaque début de phrase avec sa fin de phrase. Vous l'étirez, hein. Ça marche en tirant vers le truc. Ok. Alors maintenant, je vais vous donner une petite illustration clinique, un petit peu schématique, on va dire, euh, juste pour vous illustrer un petit peu comment on peut imaginer qu'un même symptôme puisse s'exprimer différemment en fonction des maisons psychiques. Donc, on a notre patiente Safia qui a 38 ans, qui est mariée depuis 10 ans, qui a deux enfants et qui a des tocs de comptage et des tas de rituels envahissants. Ça a un impact vraiment très important sur sa vie quotidienne, sur sa vie familiale. C'est quelque chose qui vraiment voilà, la dérange, elle, et prenne énormément, mais aussi toute la famille. Donc, elle décrit dans le suivi qu'elle ressent souvent une anxiété qui est voilà, sourde, sous-jacente, qui est parfois très angoissante, qui est difficile, elle n'arrive pas à la mettre en mots, c'est terrifiant. Voilà, elle a des fois des peurs faire du mal. Voilà, elle s'énerve intérieurement contre son mari, contre ses enfants. Elle leur en veut d'être là et de l'obliger à vivre cette vie quotidienne qui est tellement lourde et difficile pour elle avec tous ces tocs. C'est quelqu'un qui a grandi dans un environnement familial où la mère était très anxieuse, très focalisée sur la propreté, la santé, etc.
Elle parle également de manifestations psychosomatiques, des maux de tête, des tensions corporelles, hein, voilà, des migraines. Voilà comment se présente très brièvement sa problématique. Alors maintenant, je vais vous demander de me dire, à votre avis, euh, qu'est-ce qu'exprime la difficulté? Trop tard. Oh là là. C'était pas ce que je voulais vous montrer, mais je voulais montrer quand même. C'est pas grave. Vous allez revenir au quiz et vous allez me dire, à votre avis, ces symptômes-là, qu'est-ce qu'ils vont venir nous exprimer? Comment vous pourriez les interpréter? Eh bien, justement, ça va être l'objet de ce qu'on est en train de dire, c'est que justement, en fonction de la maison dont on est en train de parler, ce symptôme-là va pouvoir venir exprimer des choses différentes. Donc, on peut parler sommairement, comme ça, en se disant si Safia vient d'une maison psychotique, avec des fondations instables. Eh bien, ces tocs vont venir comme une tentative désorganisée de stabiliser la personnalité. Comme on avait dit tout à l'heure, la maison psychotique, elle vient parler de cette fragilité de l'identité, de ces angoisses extrêmement fortes comme ça, et les mécanismes de défense vont venir essayer de la solidifier ou en tout cas de la rigidifier plus que la solidifier de façon un petit peu artificielle. Les TOC, dans ce cadre-là, pourraient venir justement essayer de stabiliser cette identité et ces fondations qui sont si fragiles. Et donc, c'est très important pour nous, en tant que thérapeute, de pouvoir reconnaître ça, parce que dans ce cadre-là, par exemple, on ne va pas aller cibler les TOC comme étant un objectif thérapeutique. Au contraire, c'est quelque chose qui peut peut-être même être un indicateur voilà, on va dire, d'amélioration de la situation pour la maison psychotique, puisque le patient arrive à tenir un peu mieux ses angoisses, tenir un petit peu mieux sa fragilité identitaire grâce à ces TOC. Et si on y va et qu'on lui enlève ces TOC, on va travailler direct là-dessus, eh ben, ça peut déstabiliser encore plus cette maison-là et éventuellement faire décompenser le patient davantage. Donc, c'est une illustration, en fait, pour vous montrer à chaque fois que le symptôme, si vous le regardez tout seul, il vous dit rien.
vous êtes obligé de le regarder, de le mettre en perspective et de pouvoir le traduire, entre guillemets, par rapport à quoi il répond, à quelle fonction il répond, qu'est-ce qu'il vient dire de la difficulté du patient. Pour la maison limite, si jamais, Safia, là, de ce que je vous ai donné un recensement de la symptomatologie clinique, entre guillemets, et du contexte, mais rien qui puisse vous dire qu'est-ce qu'elle a exactement, cette dame, et quel type de structure on est en train de parler. Si c'était une maison limite, et ben là, ces TOC-là seraient comme des tentatives de venir contrôler peut-être cette angoisse d'abandon qui est là, ce désir de pouvoir contrôler ces ressentis de dépendance et la relation à l'autre, de pouvoir le maintenir près d'elle grâce à ces TOC. Donc, vous voyez bien que en fonction de ces deux maisons, le sens de ce symptôme-là, qui est le même, peut être complètement différent et venir servir un objectif qui n'a absolument rien à voir. Et enfin, si on est sur la maison névrotique, et là c'est souvent comme ça qu'on traite ces TOC d'ailleurs, sans se préoccuper que ça pourrait être les autres maisons, on va considérer que ces TOC sont un compromis entre désir et défense et qu'ils viennent symboliser quelque chose de ce désir-là. euh, voilà, comme on parle souvent de les tocs de propreté qui vont venir exprimer plus autre chose, exactement le contraire. Voilà, un désir de désordre, de choses comme ça. Donc, vous voyez bien que ces fonctions-là ne sont pas les mêmes et que nous, en tant que thérapeutes, c'est très important qu'on essaye de comprendre ça avant d'aller se préoccuper directement de traiter le symptôme, ce que beaucoup de gens font voilà, un peu trop hâtivement. Et voilà, à côté de ça, on va se louper un petit peu par rapport à ça. Donc, en conclusion, il faut garder que le symptôme, il est toujours au service de la structure psychique et que nous, on doit adapter notre soin à cette structure-là et à qu'est-ce que ce symptôme vient nous dire de cette structure-là. Et voilà pour aujourd'hui, j'ai tenu mon timing. J'espère que ça vous a intéressé. Et j'aimerais bien entendre vos commentaires, vos questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir? Oui, Salma, je peux